Bonjour, ici Benoît de la librairie Mollet. Je vous présente, comme d'habitude, les incontournables de la littérature étrangère pour le mois de décembre. Cette fois-ci, alors on commence, ça va être un mois, on commence avec les textes prix Nobel. Pour commencer, le prix Nobel d'il y a 2 ans, 2021, c'est Abdulrazak Gurnah, Les vies d'après, aux éditions de Noël. Donc, Gurnah, dans Les vies d'après, s'intéresse aux oubliés de l'histoire et dans le cas de ce roman, c'est 3 personnages qui sont d'Afrique orientale, donc pour peut-être un petit peu replacer historiquement, on a eu beaucoup de littérature, de cinéma sur les occupations de l'Afrique par les empires coloniaux britanniques, français, mais en 1885, une grande conférence qui a lieu en Allemagne à l'instigation de Bismarck, qui est le chancelier alors, et les pays européens coloniaux vont se découper l'Afrique et vont s'attribuer l'un à l'autre des parties qui vont leur appartenir et qui vont pouvoir exploiter. Et donc l'Allemagne, pendant une période assez courte, d'à peu près une trentaine d'années, a donc eu un empire colonial en Afrique. Et dans ce qui s'appelait à l'époque le Tanganyika, qui est devenu ensuite la Tanzanie, l'Allemagne s'est installée à la fin du 19e siècle, les années 1880, jusqu'à 1918, alors qu'ils ont perdu la Première Guerre mondiale. Et donc le roman de Gurnah se passe dans la Tanzanie de l'époque, à travers l'histoire de 3 personnages. Donc le premier, c'est Ilias, qui né à la fin du 19e siècle, lui a toujours vécu sous l'emprise de l'Empire allemand et donc va de façon enthousiaste s'engager dans l'armée allemande. Il y a son ami Hamza qui lui aussi va aller s'engager dans l'armée, mais qui va devenir l'assistant personnel d'un officier allemand, malgré qu'on l'ait prévenu que parfois les Allemands aiment jouer avec les jolis garçons. Donc, sa relation à lui va se transformer en une sorte de relation à la Pygmalion très spéciale, et l'officier allemand va essayer de lui donner la culture allemande. Donc les 2 garçons vont partir à la guerre, et il y a la sœur d'Ilias, donc Afia, qui elle va rester donc en Afrique, mais va apprendre à lire et à écrire, malgré que la famille qui l'a adoptée le lui est interdit. Et donc, elle va passer un très mauvais quart d'heure avant de trouver refuge. Au retour de la guerre, ces 3 personnages vont renouer leur lien. Mais alors, dans cette entre-deux-guerres, vous avez ces trois Africains, donc ces 3 qui ont été déculturés. Ça nous dit quelque chose, nous, ici au Canada, avec les Inuits, l'histoire des Premières Nations. Et donc, va approcher à ce moment-là la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le roman de Gurnah, il montre en fait les conséquences à court et à long terme de ces traumas sur ces 3 jeunes Africains. C'est vraiment un des aspects originaux, donc aussi, c'est-à-dire de traiter cette histoire qu'on retrouve assez peu finalement dans la littérature contemporaine, et surtout une histoire africaine traitée par un Africain. Donc le prix Nobel Abdulrazak Gurnah pour Les vies d'après, c'est chez de Noël. Je vous remontre le livre. On passe à un deuxième prix Nobel. Celui-là pour 2014, c'est le grand écrivain français Patrick Modiano qui nous présente son nouveau roman, son très court roman, La danseuse, chez Gallimard. Donc, la critique parle d'un roman somme, un genre de roman qui résumerait un peu l'ensemble d'une œuvre qui est quand même profuse. Modiano a beaucoup écrit. Mais on a souvent donné cet exemple-là d'une écriture, d'une petite musique, faisant référence à Modiano, la petite musique modianesque. C'est-à-dire que ces romans ont, oui, une histoire, mais ils ont surtout une ambiance et un style. Et donc, on retrouve de roman en roman chez Modiano cette atmosphère un peu floutée. C'est une écriture très précise, mais à propos d'une époque qui est souvent, je dirais, un entre-deux, c'est-à-dire que ces romans se déroulent souvent juste après l'après-guerre, c'est les années 60, 70,
Et le personnage principal a souvent des liens avec des personnages qui, eux, ont disparu, mais qui ont peut-être magouillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des histoires de déshonneur, il y a des histoires de disparition. Et le personnage est souvent dans cette époque de transition où le passé ne se dissout pas complètement. Et donc, dans les romans de Modiano, on parle rarement de romans à histoire, mais c'est vraiment, comme je dis, plus des romans d'atmosphère. Et donc, celui-là, en particulier, se construit autour de l'histoire d'un jeune écrivain, dont on peut penser peut-être que c'est un jeune Modiano, qui lie une relation avec une danseuse, donc, qui a une enfant, et l'écrivain accepte donc d'être le gardien de cet enfant pendant que la femme va à ses cours de danse et fait sa carrière de danseuse. Et le roman donc tourne autour de cette liaison, et c'est un roman qu'on dit léger, même parfois érotique, ce qui n'est pas tout à fait caractéristique des écrits précédents de Modiano, et donc qui vaut plus, je dirais, selon la critique, c'est ce que la critique en dit encore une fois, plus pour son écriture que pour l'histoire elle-même. Et on dit aussi que c'est peut-être, pour ceux qui n'auraient pas encore lu un roman de Patrick Modiano, que c'est peut-être une très bonne porte d'entrée parce qu'il résume un peu, dans une centaine de pages seulement, toutes les caractéristiques, toutes les qualités de l'écriture de Patrick Modiano. Donc, c'est un roman dont on dit qu'il apporte aussi, et je cite, c'est un nouveau bijou qui apporte, disons, du réconfort à ceux et celles qui le lisent. Donc, La danseuse de Patrick Modiano aux éditions Gallimard. On passe à un écrivain qui est très peu connu, que moi j'ai découvert il y a peu de temps. C'est un écrivain, je vous dirais, pour tous ceux et celles qui aiment prendre leur temps en lisant, qui aiment bien flâner dans les livres qu'ils lisent. Si vous ne connaissez pas encore Robert Bobert, ben voilà, c'est l'occasion de le rencontrer avec Il y a quand même dans la rue des gens qui passent. C'est aux éditions POL. Bobert, il écrit depuis une trentaine d'années. C'est quelqu'un qui a d'abord commencé comme potier avant de devenir tailleur. Il a été éducateur et puis un jour il est passé au documentaire, un monde complètement différent. Il a fait son chemin là-dedans jusqu'à devenir assistant de François Truffaut, par exemple sur Jules et Jim. Donc, il a continué dans le monde du cinéma jusqu'à se mettre à écrire d'abord des romans dans les années 90, deux en particulier qui ont été retenus à l'époque sur les listes de prix, qui avaient bien fonctionné, qui s'appelaient Berg et Beck, et l'autre c'était Quoi de neuf sur la guerre. Et dans son avant-dernier livre, Bobert a décidé de se lancer dans un genre de projet autobiographique, mais par fragments. Et donc, le précédent s'appelait Par instant, la vie n'est pas sûre. Moi, c'est par là que je l'ai découvert. Et c'est des livres, celui-là continue, je dirais, un peu sur la lancée, mais c'est pas une suite. Là, on n'est pas obligé d'avoir lu le précédent pour lire celui-là. Mais c'est un bel objet livre, c'est-à-dire qu'il est plein d'illustrations, de reproductions d'affiches, d'époques, d'étiquettes de vin, de photos, de dessins. Et c'est donc une succession, je dirais, de fragments de 2 ou 3 pages autour d'un moment, d'une rencontre, et tout ça écrit. Et là, je vais essayer de citer bien exactement comment lui décrit son écriture. C'est un projet, donc, je vous dirais, original d'autobiographie. Et il dit, on n'écrit pas pour soi, on n'écrit pas pour les autres, mais on écrit aux autres. Et donc, chacun des textes, chacune des sections du livre est écrite à l'intention de quelqu'un, vivant ou mort. Et ce sont des réminiscences, finalement, qui finissent par former, sur l'ensemble du livre, cette fois-ci, comme j'ai lu le précédent, sur l'ensemble des 2 livres, un genre de portrait de sa vie. Et c'est, encore une fois, une excellente porte d'entrée pour ensuite tomber dans ces romans, dans lesquels on retrouve, à mon sens, cette qualité d'écriture. Moi, c'est une des belles découvertes de ces dernières années. Et il donne vraiment l'impression, je dirais, en ouvrant même le livre au hasard, puisque ce sont des fragments, il n'y a pas un début, un milieu et une fin,
on ouvre le livre, on a un peu l'impression de se joindre à une conversation chaleureuse où on nous accueille très gentiment dans le livre. On n'est pas exclu comme lecteur. Et donc, ce livre-là, je dirais que c'est aussi une belle façon d'entrer dans l'univers de Bobert, dont les précédents livres sont maintenant disponibles chez Folio. Donc, il y a quand même dans la rue des gens qui passent. C'est aux éditions POL. C'est de Robert Bobert. Un roman aux éditions de l'Iconoclaste d'un praticien, d'un médecin. Un roman inspiré donc de la pratique médicale de l'auteur. C'est Baptiste Beaulieu. Où vont les larmes quand elles sèchent? Un petit roman, donc. Beaulieu est un médecin de famille et il voit s'accumuler semaine après semaine, mois après mois, les patients qui s'accumulent. Il est débordé, comme les services de santé au Québec, les services de santé en France. On a l'impression que le système craque de partout. Et donc, Beaulieu raconte, en se frottant aux petits et très grands soucis de ses patients, il raconte donc sa pratique médicale et il raconte le dilemme du médecin qui se trouve dans cette situation, c'est-à-dire, et pour un jeune médecin, c'est comment développer de façon mais absolument capitale, il faut absolument le faire pour être capable de pratiquer son métier, développer une carapace qui, malgré tout, ne deviendra pas suffisamment épaisse pour qu'il perde ce qui est essentiel à la pratique de tous les métiers du soin, c'est-à-dire l'empathie. Et donc, c'est ce défi qui se pose à lui que Baptiste Beaulieu raconte dans ce roman dans lequel il dit qu'il essaie de ne pas perdre le chemin des larmes, c'est-à-dire il ne faut pas être en empathie totale, mais il ne faut pas perdre de vue non plus ce chemin des larmes. Et donc, le chemin des larmes en question et le titre du livre montrent aussi que ce roman, donc, n'est pas dépourvu d'un peu d'humour et de beaucoup de poésie. Donc, les critiques sont excellentes pour ce livre de Baptiste Beaulieu. Où vont les larmes quand elles sèchent? C'est aux éditions de l'Iconoclaste. On s'en va en Espagne. Un premier roman de Ana Iris Simon, ou Simone. Ça s'appelle Feria, aux éditions Globe. C'est un premier roman donc d'une jeune journaliste espagnole. Et la feria, c'est la fête. Évidemment, c'est un roman transgénérationnel. Simone nous raconte sur 3 générations sa famille dans ce roman. Ses grands-parents, ses parents, ce sont des gens de la fête, donc des forains qui pratiquaient ce métier très particulier, se promenaient de ville en ville à travers l'Espagne, montaient les chapiteaux et faisaient leur métier donc de forain. Mais ce que Simone nous raconte, c'est que c'est une époque. Son roman, c'est un peu un roman sur le progrès avec un grand P, et avec toutes les cassures sur la ligne du progrès. On pensait que c'était une belle ligne droite et que donc les gens comme ses grands-parents et ses parents qui dans les années 60, 70, 80 pouvaient exercer ce métier par nature assez précaire. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance santé, il n'y a pas aucune de ces choses-là. Simone nous raconte que tout en faisant ce métier magnifique qu'ils avaient choisi, ils étaient aussi capables de s'acheter une maison, d'avoir une voiture, d'installer une certaine stabilité et une vie de famille. Et donc, quand ses parents étaient partis en tournée, c'est ses grands-parents qui s'occupaient d'elle. Et donc, il y avait cette vie autour de ce très beau métier, autour d'un métier artistique. Et par opposition ou par contraste, elle raconte la vie des milléniaux d'aujourd'hui. Donc, elle a une trentaine d'années. Et elle raconte comment, pour elle, la feria du passé s'est transformée en genre, si j'ai bien compris son propos dans les entrevues d'elle que j'ai pu lire, elle critique beaucoup cette ambiance de fête perpétuelle qui est celle dans laquelle on vit maintenant. Vous savez, la culture du festival, des festivals qui s'enchaînent, on a l'impression que c'est toujours la fête, alors que dans les faits, en société, les gens à qui on demande de faire la fête sont de plus en plus précaires et n'arrivent plus à penser à 30, 31, 32 ans, comment faire pour rencontrer la bonne personne avec qui faire les enfants, pour acheter la maison et la voiture, ça devient économiquement difficile à concevoir. Et donc, elle tente de faire ce portrait de famille
sur 3 générations pour terminer avec sa vie à elle, la vie de ses amis. Et donc, le roman est aussi très moderne de ce côté-là parce qu'évidemment, on en arrive à des passages où le roman est écrit par échange de tweets, où ses amis et elle racontent leur vie et ne se censurent pas. Elle disait, l'autrice, dans une entrevue, que peut-être même que des gens qui le lisent finiraient par traiter ses amis et elle avec des mots en isme. Donc, elle ne se prive pas d'humour un peu rageur, j'ai bien l'impression, et donc le roman a eu d'excellentes critiques en Espagne. Elle a même eu droit à une introduction pour son roman du grand écrivain espagnol Manuel Villas. Donc, c'est une entrée par la grande porte pour Ana Iris Simón avec son Feria aux éditions Globe. Alors, du portrait des milléniaux d'aujourd'hui en Espagne, on va passer à un portrait d'un baby boomer. Un baby boomer qui est un des grands écrivains britanniques de ces 50 dernières années, c'est Ian McEwan, avec son nouveau roman Leçon aux éditions Gallimard. Donc un roman bilan, d'une certaine façon. Ian McEwan, c'est l'auteur, entre autres, d'Expiation, de Sur la plage de Chesil ou de L'intérêt de l'enfant. Moi, j'ai lu plusieurs de ses romans que j'ai tous adorés. Plusieurs ont été adaptés au cinéma, vous l'avez peut-être vu adapté au cinéma. Cette fois-ci, donc, comme je vous disais, c'est un bilan. Alors, de quelle leçon, à quelle leçon le titre du roman fait-il allusion? L'une des réponses possibles à cette question, c'est celle du gaspillage. En fait, le gaspillage des possibilités, celle qu'un jeune homme voit passer devant lui, et qui, plutôt que de les saisir quand elles se présentent, se laisse porter et donc ne prend jamais de vraies décisions dans sa vie, mais est plutôt comme, je ne dirais pas victime, mais tout simplement les choses se présentent et il ne résiste pas et suit le courant. Et donc, tout ça va passer à travers le personnage de Roland, et ça commence en 62, donc en 1962, à l'automne, au moment de la crise des missiles à Cuba. Il y a donc cette hystérie ambiante autour d'une vraie possibilité d'une guerre nucléaire. Et donc, les enfants à l'école, on leur demande de se protéger en se cachant sous des bureaux. Vous avez sans doute vu les films d'époque là-dessus. Et donc, McEwan recrée toute cette ambiance, mais on est dans la tête de Roland, évidemment, et Roland, qui a 14 ans, a très peur de mourir sans avoir fait l'amour. Et donc, une des premières scènes du roman, c'est Roland qui s'en va, c'est la leçon de piano. Leçon de piano qu'il reçoit de la très séduisante Miss Cornell, qui a 25 ans. Et il va se passer ce jour-là, enfin ce jour qui commence le roman, il va se passer ce jour-là quelque chose que Roland souhaitait, donc, qu'il arrive, mais qui va laisser des traces qui vont un peu définir toute sa vie. Parce que comme le lui dit, pardon, Miss Cornell, après donc l'événement en question, il va passer le reste de ses jours à se demander ce qui vient de lui arriver. Sauf qu'évidemment, enfin, Miss Cornell lui dit que c'est pas une malédiction, que c'est peut-être une prédiction. Mais ce sera évidemment les deux, parce que ça va créer chez le jeune Roland une énorme ambiguïté pour toutes les relations qui vont venir avec. Donc cette relation, je dirais, hors des sentiers de nos jours, en plus, l'ego. Donc, énorme ambiguïté qui est vraiment un des thèmes préférés d'Ian McEwan dans tous ses romans. Mais je vous dirais que le roman, qui fait quand même dans les presque 600 pages, n'est pas que dans les petits problèmes de Roland, mais il pose aussi, je dirais, tout un portrait d'une époque, donc l'époque à laquelle Roland a vécu, mais qui pose la question, par exemple, de comment, en une génération, on a pu passer de l'euphorie totale qui a envahi tout le monde au moment de la chute du mur de Berlin à l'automne de 1989 et qui, en moins de 30 ans, est passé de ça, donc de ce bonheur, de cette promesse d'un bonheur dans la globalisation. Comment c'est passé de ça aux attaques sur le Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Dans cette courte période, c'est comme si tout s'était transformé et on vit dans une époque que certains qualifient de décliniste,
Comment tout ça est arrivé sous, je dirais, un peu le règne des baby boomers. Donc, c'est un roman qui est donc extrêmement critique, qui a un esprit très critique sur, je dirais, le legs de la génération des baby boomers, de celle de Roland et donc évidemment celle d'Ian McEwan, l'écrivain lui-même. Sauf que la critique n'est pas non plus dénuée d'humour et, je dirais, il y a quand même, on n'est pas dans la leçon du vous auriez dû, parce que ce ton-là rendrait le roman, plomberait complètement le roman. Et d'ailleurs, l'un des personnages, la petite fille de Roland, à la toute fin du roman, lui dit, et je cite, que ce serait bien dommage de ruiner une bonne histoire en la transformant justement en leçon. Et donc, c'est le plaisir, moi, que j'ai trouvé dans tous les romans d'Ian McEwan que j'ai lus, c'est-à-dire que l'humain passe toujours avant le message avec un grand M. Donc, les leçons d'Ian McEwan, avec une petite ironie dans le choix du titre, aux éditions Gallimard. Je ne veux pas m'attarder longtemps sur ces deux livres, je trouve important de vous les montrer. C'est parce qu'au moment où la guerre israélo-palestinienne, on a l'impression qu'elle prend toute la place dans l'actualité internationale. Elle a relégué en deuxième, sinon en troisième place, la guerre en Ukraine, qu'on a un peu oubliée. Et donc paraissent ce mois-ci deux livres, entre autres, deux livres sur le sujet. Le cœur de Kiev d'Andrei Kourkov, que je vous présente, qui est en fait la suite de son précédent. Et je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours le titre, parce que c'est l'oreille de Kiev. Voilà, de l'oreille, on passe au cœur. Donc c'est de la suite. Il faut vraiment lire l'oreille de Kiev en premier pour pouvoir embarquer dans le cœur. L'oreille de Kiev paraît en poche aussi ce mois-ci aux éditions Liana Lévy, collection Piccolo. Et vous avez donc la suite d'Andrei Kourkov qui a, je vous le rappelle, gagné l'an dernier le prix des libraires du Québec avec Les Abeilles grises qui elles-mêmes paraissent en poche ce mois-ci. Donc, Le cœur de Kiev de Kourkov aux éditions Liana Lévy. Et un récit par Jonathan Littell. Jonathan Littell qui avait réussi l'exploit, vous vous en souvenez peut-être, de remporter, c'était en 2014 aussi, je crois, si je me souviens bien. La même année, il avait remporté et le prix Goncourt et le prix Médicis, ce qui, je pense, n'est arrivé qu'une seule autre fois dans l'histoire des prix. C'était évidemment pour son fameux livre Les Bienveillantes. Depuis, Littell publie surtout des récits, souvent sur la base de reportages journalistiques. Cette fois-ci, c'est un gros bouquin illustré par les photographies d'Antoine D'Agata. Ça s'appelle Un endroit inconvénient chez Gallimard. Littell se trouvait avec Antoine D'Agata au printemps 2022, était en Ukraine, dans le nord de l'Ukraine, pour faire des recherches en vue d'un livre qu'il prévoyait faire sur les massacres de Babi-Yar qui s'étaient produits durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les crimes antisémites, les meurtres, les massacres antisémites de Babi-Yar. Sauf que, comme ils se trouvaient là en avril 2022, ils se sont trouvés au moment où, évidemment, la Russie venait de déclarer la guerre avec l'Ukraine et venait de passer par Boutcha. Et donc, les crimes de Boutcha, le ministère, un des ministères ukrainiens, le ministère des Affaires intérieures, venait de faire paraître la liste des victimes, donc 637 personnes massacrées par les Russes. Et donc, ils se trouvaient les deux dans la ville et ont plutôt ont abandonné leur projet et ont commencé à documenter de façon extrêmement précise les récits des survivants, essayer de retracer l'identité des gens qui avaient été massacrés et ont fait le tour de la ville en documentant donc via ces photos le presque minute par minute de ce qui s'est passé donc à Boutcha. Donc c'est un récit évidemment difficile, mais qui replonge dans la réalité qu'on a un peu tendance à oublier parce que la propagande russe via les réseaux sociaux et le fait que la guerre en Israël-Palestine a un peu pris toute la place, on a un peu l'impression que Poutine, de nos jours, peut parler presque comme il est considéré comme un des intervenants alternatifs possibles à la résolution du conflit en Israël et en Palestine, alors qu'il est le responsable premier de ces massacres qui ont lieu en Ukraine et notamment à Boutcha. Et c'est ce que racontent donc Littell et D'Agata dans leur livre
récit-reportage, donc un endroit inconvénient. C'est donc chez Gallimard. Et je termine avec un livre qui n'est pas un essai, mais qui est un dictionnaire. Vous connaissez peut-être la collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plomb. Alors, il y en a un tout nouveau de Frédéric Beigbeder, le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. Donc, particularité de ce dictionnaire, il fallait, pour que les auteurs apparaissent dans le livre, qu'ils soient toujours vivants. Et donc, c'est vraiment donc un portrait, une tentative de prise d'un portrait d'ensemble de ce qu'est de la littérature francophone française d'aujourd'hui, ses différents courants. Beigbeder, bon, c'est évidemment un critique aussi, c'est un écrivain, mais il est critique au Figaro. Et il a toujours de l'humour, tous ses livres ont toujours une part d'humour, qu'on peut trouver drôle ou pas. Il a surtout beaucoup de mauvaise foi, ce qui évidemment peut provoquer parfois l'hilarité, en tout cas la mienne. Et on se sent même, je dirais presque parfois un peu coupable d'être d'accord avec lui, tellement cette mauvaise foi rejaillit de ses textes. Mais comme c'est l'humour qui je dirais, surnage, ben, on lui passe un peu sa mauvaise foi dans certains cas. Mais je pense, entre autres, à un cas particulier qui, moi, m'a intéressé. Dans l'article donc, qui est consacré à Annie Ernaux dans son dictionnaire, il commence par vanter certains de ses livres qu'il considère comme étant carrément des chefs-d'œuvre. Il parle de La Place des années. Et moi, j'ai presque lu Annie Ernaux. Je ne peux qu'être d'accord avec lui sur ce qu'il dit à propos de son œuvre, mais il lui lance aussi quelques pics lorsqu'il parle, entre autres, de son livre Mémoire de fille. Et moi, c'est un livre qui m'a profondément agacé et je me disais pourtant, tu as tout aimé ce que tu as lu d'Annie Ernaux à peu près. Pourquoi celui-là t'agace tant? Et le rôle du critique, je dirais, du bon critique en tout cas, c'est d'aller chercher souvent, non pas de juste nous dire c'est bon ou c'est mauvais, mais d'aller chercher dans le texte justement ces passages, c'est le style, c'est la façon dont le truc est développé, qui vont finir par nous agacer sans qu'on sache vraiment bien pourquoi. Et donc, il a trouvé ce passage, je vous en donne un exemple. Il cite donc ce passage du livre et elle dit « Elle attend de vivre une histoire d'amour, qui est une notation charmante, dit-il, qui contient tout, y compris la déception amoureuse à venir. Alors, elle ajoute, malheureusement, il faut continuer, définir le terrain social, familial et sexuel, qui finit par sonner comme un extrait de thèse universitaire. Et Annie Ernaux n'a jamais fait vraiment ça dans aucun de ses livres précédents, mais soudainement, dans ce livre, qui est beaucoup plus épais que d'habitude, elle se lance dans des considérations sociologiques, théoriques, et tout ce qui faisait justement la force de ces romans très courts et très, très directs se trouve complètement, je dirais, appauvri. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti, et c'est ce que Frédéric Beigbeder me fait comprendre de mon agacement à la lecture. Donc, c'est un livre pour entrer en discussion, je dirais, avec l'auteur, ce que le bon critique fait toujours, parce que lire un critique, c'est être parfois d'accord, parfois en désaccord. Par exemple, lorsque Beigbeder nous parle de Michel Houellebecq, qu'il adore, et que moi, je ne supporte pas, je suis quand même intéressé par ce qu'il a à dire, mais si j'avais Beigbeder devant moi, je lui dirais, ah là, Frédéric, tu débloques, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est un livre que je n'ai évidemment pas tout lu. On va voir ce qu'il dit des écrivains que nous, on adore, que nous, parfois, on déteste aussi. Et puis, c'est l'occasion de découvrir certains écrivains dont on a entendu le nom, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc, c'est un livre assez jouissif, le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, de Frédéric Beigbeder, c'est aux éditions Plomb. Et voilà qui met fin aux incontournables du mois de décembre. On se retrouve donc en fin d'année pour terminer l'année ensemble, l'année 2023. À bientôt. Bonjour, mon nom est Stéphanie, je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui je vous présente mes incontournables en littérature québécoise pour la salle de monde du mois de décembre. Donc je commence avec un collectif qui s'intitule Selfie, autoportrait d'enfants du siècle. Un collectif donc dirigé par Kiev Renaud aux éditions du Cheval Doux. C'est un collectif que je trouvais intéressant parce que la thématique est originale. L'autrice est assez fascinée par les descriptions qu'elle retrouve des fois dans certaines œuvres. Par exemple, elle a invité donc plusieurs de ses amis auteurs-autrices à venir parler du
du travail qu'ils font de la description dans leur livre, mais surtout de se prêter au jeu, de faire leur propre selfie, donc leur propre description d'eux-mêmes. Et il y en a qui vont le faire à partir soit d'anecdotes qu'ils ont vécues, par exemple. Je pense à une qui, le nom de l'autrice m'échappe, mais en fait, son selfie s'inspirait d'une photo de passeport qu'elle avait été fait faire à la pharmacie. Puis elle avait tellement chaud cette journée-là qu'on n'arrêtait pas de la poudrer. Puis finalement, ça l'a amené sur une espèce de réflexion sur la mort, puis l'embaumement, ou la façon de préparer les morts, puis tout ça, avec toute la question des visages un peu poudrés, là, si je peux me permettre. Donc, c'est quand même assez farfelu, puis ça touche parfois même l'essai, là, justement, à cause de ça. Et il y en a d'autres, comme Simon Boulris, qui est allé vraiment dans l'humour. Donc, comme on le connaît, il a dit, en fait, qu'il a décrit la rosette qu'il avait ici derrière la tête, parce qu'il y a une seule mèche blanche depuis qu'il est tout petit. Puis, tout le monde la voit, cette mèche-là, sauf lui. Donc, c'est un peu cocasse, mais il s'inspire de ça pour partir sur une réflexion, justement, sur ce qu'on voit pas de nous et tout. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. On voit aussi il y en a une qui parle de son profil Tinder, donc de ce que ça montre, de ce que ça laisse penser qu'on est, mais qu'en fait, c'est tout ce qu'on voit pas. Donc, on voit pas les cernes, on voit pas les épaules affaissées par le manque de sommeil et tout ça. Donc, c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant, puis ça se lit facilement aussi. Donc, voilà, je voulais vous le présenter. Je poursuis avec un autre collectif qui s'intitule Chambre forte sous la direction de Valérie Forgue chez Hamac. Cette fois-ci, l'autrice s'est intéressée au livre Un lieu à soi ou une chambre à soi de Virginia Woolf et a invité encore une fois des auteurs-autrices à venir parler un peu de leur conception de l'espace maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire que 100 ans après Un lieu à soi, qu'est-ce qui reste de ce texte-là? Est-ce que les femmes, entre autres, sont encore, se sentent encore, j'ai envie de dire, le mot est un peu fort, mais oppressées par le manque d'espace qui leur est octroyé dans la société pour écrire, pour réfléchir, pour penser. Donc, ça va plus loin que le simple lieu d'écriture en soi. Il y en a qui vont aborder l'espace mental qu'elles n'ont pas. Il y en a d'autres qui vont réfléchir sur vraiment le lieu concret, donc où c'est le mieux pour écrire. Donc, c'est quand même intéressant. Puis voilà, donc je trouvais ça super bien. En même temps, on en apprend aussi sur le texte de Virginia Woolf, puis ça nous fait un petit rappel. Donc voilà, je voulais vous présenter. Un autre livre que je ne pouvais pas passer sous silence, c'est le recueil des nouvelles Canatut, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, de Natacha Canapé-Fontaine chez Stanké. Donc, une autrice qu'on connaît bien. Cette fois-ci, elle revient avec un recueil de nouvelles. Dans chacune de ces nouvelles, il va toujours avoir un personnage un peu mythologique, un peu une créature issue soit du monde mythologique, donc issue de leur culture ou juste non identifiée, qui va servir un peu à nourrir les réflexions des personnages qui sont au cœur de chaque nouvelle. On va aborder la question, évidemment, de la transmission, de la culture. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces générations de... En fait, je crois qu'elle est... je ne sais plus si elle est de quelle communauté, mais bref, oui, c'est ça, des personnages Inuits. Donc, qu'est-ce qui reste depuis là, les générations? Est-ce que ça se transmet encore? Est-ce que la question de la langue, par exemple, donc les gens qui apprennent de moins en moins la langue, est-ce que là, on sent qu'il y a comme un retour à vouloir retourner dans leurs origines et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, ça respecte, je dirais, la forme ou le genre de la littérature autochtone qui est toujours un peu parsemée d'onirisme. Donc, voilà, je ne pouvais pas le passer sous silence. C'est quand même une autrice qu'on aime et qu'on apprécie. Je poursuis avec Noël à Hochelag de Audrey Hébert aux éditions de Ta Mère. Je pense que vous commencez à savoir que j'apprécie particulièrement les éditions de Ta Mère. Ils ont sorti une petite curiosité ce mois-ci, une espèce de recueil de poésie de l'Avent, donc avec un poème par jour à lire depuis le 1er novembre, parce que quand même, ça en prenait un petit peu plus que 24 poèmes pour faire un recueil. Donc, je trouvais ça super drôle déjà l'idée, super ludique. Audrey Hébert est quand même allée un petit peu plus loin dans la façon qu'elle vient jouer avec la thématique parce qu'elle aborde évidemment tout le côté nostalgique campé dans le temps des fêtes. Puis bon, c'est certain qu'elle est
je dirais, dans la génération des milléniaux. Donc, elle va parler beaucoup des années fin 90, début 2000, avec des références qu'on connaît de Maman, j'ai raté l'avion et compagnie. Puis, donc, il y a tout ce côté-là nostalgique qui est agréable à lire. Mais elle va aussi un petit peu plus loin en parlant des classes, de la classe moyenne, puis du fait que Noël, c'est pas non plus toujours dans la magie et dans le côté plus rose là, pour tout le monde. C'est pas toujours très, très joyeux pour tous. Ça dépend justement du quartier dans lequel tu as grandi. Dans ce cas-ci, c'est Hochelaga. Elle avait paru d'ailleurs un autre recueil où elle abordait la question encore plus en profondeur. Donc, elle va aussi aborder ça, mais toujours en filigrane. Donc, je trouve ça intéressant avec beaucoup d'humour. Elle s'adresse aussi à ces girls. Donc, il y a un côté même sororal là, dans le petit recueil. Donc, voilà, je me suis dit que ça allait plaire, là, évidemment, aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, à garder en tête. Un autre incontournable, c'est Sarah Maud Beauchesne qui vient de sortir Faire la romance, qui est son récit, donc le plus personnel jusqu'à date. Elle a voulu aborder la question de la non-maternité, ou disons, elle se questionne sur le fait de est-ce que je veux des enfants ou pas? Est-ce que je choisis de faire la romance ou de faire des enfants? Donc, je pense que c'est un questionnement qui touche beaucoup de jeunes, beaucoup de gens à notre époque. Et elle est allée vraiment en profondeur dans cette réflexion-là elle-même, dans sa vie personnelle. Elle nous en fait part dans ce récit-là. Elle va revenir sur des anecdotes de sa vie dans sa jeune vingtaine où cette question-là est revenue à plusieurs endroits dans ses relations ou même juste dans ses réflexions personnelles. Et jusqu'à tout récemment, là où elle a atteint la trentaine et qu'elle est en relation et que là, c'est un peu la croisée des chemins. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je trouvais ça super beau, c'est tout en douceur. Sarah Maud Beauchesne, moi, je l'aime vraiment particulièrement. Donc, c'est pas de la chiclette comme on a eu l'habitude peut-être de voir. On est quand même dans le récit, il y a beaucoup d'amour, mais c'est surtout un récit personnel, là, davantage qu'un roman d'amour avec une vision très féminine. Là. Donc voilà, je vous le conseille. Dans la même veine, mais pas la même thématique cependant, Les détournements de Marie Demers chez Urtubise. C'est un roman que j'attendais. J'ai tout lu de Marie Demers, puis c'est vraiment une de mes autrices préférées dans le genre. Elle aussi, c'est un récit plus que personnel, même qu'elle le dit ouvertement que c'est presque autobiographique. Elle se nomme, le personnage porte son nom, autant que les autres personnages, excepté sa mère. Mais elle poursuit un petit peu ce qu'elle avait commencé avec In Between, qui était son premier roman très personnel où elle parle de sa relation assez problématique justement avec sa mère qu'on connaît qui, sans vouloir la nommer, a quand même une maison d'édition à elle. Elle a publié donc sa fille lorsqu'elle était plus jeune et on sent que Marie Demers a besoin de se réapproprier son identité à tous les points de vue finalement. Donc, il y a cette espèce de règlement de compte-là qui est dans le roman, mais c'est ça, c'est un roman c'est un roman récit de règlement de compte dans le sens où elle a elle-même été accusée d'avoir eu des comportements déplacés là, lors des dénonciations. Donc, c'est pas seulement ces personnages qui, finalement, qui y passe, là, mais elle-même se met sous le spotlight en se dénonçant elle-même, dénonçant peut-être les comportements qu'elle a eus pour peut-être, je sais pas, essayer de trouver un pardon en elle-même et peut-être en vue des autres. Donc, assez personnel, mais évidemment, elle va quand même parler de ses relations amoureuses. C'est toujours un peu la même forme, que ça prend les mêmes thèmes qu'elle aborde. Donc, je pense que c'est un incontournable, inévitablement. Je termine avec Le marché aux fleurs coupées de Sarah-Louise Pelletier-Morin, un recueil de poésie à la peuplade. Moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition-là aussi. J'en parle brièvement parce que j'ai commencé à le lire, mais j'ai pas suffisamment pour vous en parler dans le détail. Mais je trouvais le sujet vraiment intéressant. En fait, l'autrice s'est fait transmettre l'amour des fleurs par sa mère, par sa mère. Sa grand-mère, elle travaillait à la terre, mais elle n'avait pas le même rapport aux fleurs. Mais surtout les fleurs qu'on remarque pas. Tu sais, on connaît tous le lys, on connaît tous les tulipes. On connaît les fleurs qu'on connaît finalement, qui sont souvent vues partout. Mais
Qu'en est-il de celles qui peuplent les herbiers de ce monde? On en parle peu dans la littérature, puis c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu rendre un hommage à ces fleurs-là qui sont souvent finalement ignorées. Et elle en fait une espèce d'herbier poétique. C'est super intéressant, je trouve, comme idée. Puis évidemment, il y en a qui l'ont comparé à Quand je ne pense pas, comment ça s'appelle, de Camille Redman Prudhomme, bref. Le titre m'échappe de son recueil de poésie, mais bon, elle avait remporté le prix des libraires, justement, il y a 2 ans. Et aussi, moi, j'y ai vu un peu de Marie-Hélène Voyer avec la question du territoire. Donc, c'est des thèmes qui me touchent toujours, puis je pense que c'est des thèmes qui sont de plus en plus récurrents parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment un intérêt là, à ce niveau-là du retour à la terre, puis autant dans la poétique du territoire. Donc, voilà. C'est un beau petit bijou. C'est ce qui conclut ma capsule spéciale décembre, temps des fêtes. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes et on se retrouve en janvier.